souviens de déjeuners où on faisait silence le dimanche chez mes grands-parents parce qu'il y avait une émission qui était l'équivalent de France Musique d'aujourd'hui où il y avait la grande rivalité entre la Tebaldi et la Calas, c'est-à-dire une voix très pure, très classique qui était celle de la Tebaldi. Et les familles se tripaient avec ça après. Et la Calas qui avait une voix imparfaite mais qui justement était comme ça très orgasmique avec quelque chose que moi je captais aussi. L'amour de ma génération pour la Calas, je pense que c'est ça. C'est que dès l'enfance, on a eu cette voix de louve un peu. Après, on lui a fait jouer beaucoup au cinéma quand elle a joué Médée, c'était très bien. Chez Pasolini, c'était ça tout à fait. Cette femme très belle et très sauvage. Moi, j'aime toujours beaucoup ça dans la vie. C'est ce que j'aime en Angleterre, où les contes du raffinement sophistiqué de l'aristocratie, on sent très bien quand on les connaît un peu, quand on les fréquente un peu longtemps, que ça vient de choses très rustiques. C'est à la fois très raffiné, hein, à la fois d'une sauvagerie extrême. Comme Chasseurs de renards. Hein? la Provence. Comme la Provence, mais c'est tout à fait ça. L'Espagne, c'est la même chose. C'est des choses qui arrivent, mais du tréfonds de l'Antiquité, et c'est extrêmement primitif. Giono, exactement. C'est une Provence noire. La Provence, c'est pas vrai que c'est les santons et la gaieté, c'est quelque chose où il y a le suicide, où il y a le crime, où il y a quelque chose qui a à voir avec la sensualité la plus torride et la plus sadique. Le marquis de Sade, c'est en Provence. Hein. Et la femme de... Et Calas, c'est ça, je crois. L'opéra, c'est quelque chose moi, ça ne se détache pas du sang. Le sang et l'or. Sang et or, qui est le drapeau provençal, le drapeau catalan. Et c'est pas pour rien que les rideaux d'opéra, les rideaux de théâtre sont sang et or. Hein. C'est le triomphe, la gloire, c'est Corneille, et en même temps, c'est toutes les passions et tous les crimes. Tauromachie. On n'en parle même pas. Vous avez des archétypes de femmes comme Oui, très la Vierge primitif. andalouse, la Carmencita, la voluptueuse, la spirituelle, Tout est son contraire en fait. C'est toujours le va-et-vient entre le nord et le sud, parce qu'il y avait cette famille maternelle qui était très ancrée justement dans le sud du sud. Et du côté de mon père, ils arrivaient des Cévennes, ils participaient à tout ça avec un petit peu de distance, un léger snobisme, on va dire, qui venait d'un argent un peu récent, et en même temps d'une vie qui les amenait plus souvent que la famille de ma mère à Paris. Pour le travail ou même aux États-Unis. Donc j'ai été très vite fasciné par un exotisme qui était le contraire de celui des autres. Je pense qu'un petit Parisien, comme image exotique de femme, de vie tout court, il avait le désert, la plage, le soleil, la jungle. Moi, c'était mon quotidien, pas la jungle, mais en tout cas, les plages à perte de vue, etc. Donc mon exotisme, moi, c'était Londres. Quand adolescent, je suis parti à Londres. Toutes ces filles comme Marianne Faithfull, etc. Pour moi, c'était vraiment des choses... et j'ai épousé une femme qui était plus ça. Quand j'ai présenté ce qu'elle allait devenir ma femme à ma mère, elle m'a dit: tu as trouvé la fille que tu décrivais enfant. La famille de mon père, c'était des femmes qui étaient rousses, pâles, qui ne supportaient pas le soleil, qui se mettaient des manches en organdie parce que sinon elles étaient couvertes de taches de rousseur, qui en avaient honte. Et mon père ne pouvait absolument pas, il allait 10 minutes même par un temps comme celui d'aujourd'hui, on le mettait à l'hôpital avec 42 fièvres, c'était une famille qui ne supportait pas le soleil. Moi j'étais l'archétype du bon sauvage du Sud. Il y avait 10 jours que j'étais à Paris, donc j'avais les cheveux jusque-là, j'avais mes bottes un peu genre Lalanne, j'avais un vieux jean, j'avais un pull péruvien, une besace, c'était en 73 quand même, une barbe. Et donc j'avais dit à cet ami, qui était lui déjà complètement dans le snobisme parisien à Saint-Germain, que s'il était seul, je venais, parce que j'étais un peu mal moi au début, je pleurais sous la douche le dimanche, le Sud me manquait terriblement. Et donc j'y allais tout le temps, tous les week-ends, et là je remontais des vacances de la Toussaint, je crois. Et ça me plaisait pas du tout de rentrer, donc je lui ai dit: écoute, si tu es tout seul, je viens prendre un truc chez toi, quoi. Non, non, je suis tout seul, bien sûr. Et en fait, il avait fait venir la plus parisienne de ses amies, pour montrer à son ami du Sud ce que ça pouvait être une Parisienne 100%. Bah, c'était une fille qui était avec une voix de fumeuse, un teint très pâle, rousse avec une coupe à l'anglaise, un manteau de fourrure, des perles noires, des bas blancs, et une mode qui m'a plu tout de suite. Elle avait un t-shirt complètement usé sous un manteau de fourrure. À l'époque, ça se faisait pas trop, quoi, les perles noires comme ça, un mélange comme ça. Et d'un coup, moi, je me suis dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis voilà, donc
J'ai voulu revoir le lendemain, je l'ai amené à l'expo Braque à l'Orangerie, je l'ai invité pour voir les pièces de copie dans le sous-sol du Palace qui était encore un théâtre à l'époque. Elle a divorcé 6 mois après et on s'est mariés 10 ans après. Et on ne s'est pas quitté depuis. Comment votre femme voit votre métier, c'est-à-dire un homme qui habite toutes les autres femmes? Franchement, je pense pas que ce soit un problème. Non, mais elle travaille avec moi de toute manière. Sur l'autre couture, elle est là, parce que moi j'ai besoin d'avoir, je le dis sans plaisanter, mais même si moi j'ai une énorme part de féminité que j'assume complètement et que je vis, j'ai jamais eu le fantasme, comme certains de mes amis qui font le même métier, de s'imaginer eux-mêmes dans les vêtements. Il peut y avoir une envie de se... Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, donc comment est-ce que je m'habillerais si j'étais une fille? Moi, gamin, j'ai essayé, je suis horrible, quoi. C'est odieux. Il n'y a rien, quoi. C'est dans la tête que ça se passe. Comme je le disais tout à l'heure, j'avais même la chance, j'avais vraiment le pain et le couteau pour devenir couturier, mais j'ai saisi presque aucune des chances que même enfant on m'a donné à l'école maternelle. Alors, il paraît que mon institutrice est toujours en vie, elle doit avoir 95 ans. Alors, c'est une école, la ville est toujours communiste, elle était déjà à l'époque, et je pense que dans les années 50, ça donnait lieu à des expériences, à des choses très larges d'esprit, quoi. Parce que l'après-midi, les garçons, entre 3 et 5 ans, devaient aussi jouer à des jeux de filles, c'est-à-dire que c'était pas tu vas jouer avec ton camion, et les filles avaient des voitures, avaient nos jeux de construction, etc., de la peinture, enfin bon. Et donc on nous distribuait l'après-midi des poupées et des vêtements. Et moi je détestais ça. Et c'était pas parce que macho, je veux pas habiller des poupées, puisque c'était normal. Ça me plaisait pas, je trouvais que c'était mal... J'étais pas patient comme je le suis pas aujourd'hui, comme je suis très maladroit de mes mains, je peux dessiner, mais le tissu, moi je dessine, je suis très honnête, mais c'est les ateliers qui le font, les toiles, c'est les modélistes qui les font. Donc j'ai laissé passer ça complètement, et j'ai besoin d'avoir cet œil technique féminin à côté de moi. Donc pour la haute couture, Françoise, c'est son. Et là, dans la pièce à côté, en ce moment, jusqu'à la semaine prochaine, c'est la seule période de l'année où elle est là. Le corps des autres, c'est quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué, je crois. Non, ça ne la perturbe absolument pas. Pourquoi Christian Lacroix s'est immédiatement associé à la haute couture? Parce que je pense qu'on a été une maison qui est arrivée 10 ans après la dernière maison créée, qui était celle de Ungaro. Et que tout de suite, je pense qu'on a symbolisé cette espèce d'opulence des années 80. Qui renouait avec l'opulence couture. La couture était à la mode quand on a commencé. Tout était couture. Les pubs étaient couture, on parlait il y avait de la cuisine couture. On a mis ce mot à toutes les sauces en 80 et quelques. Et puis, c'est vrai que je travaille sur ce côté spectaculaire, opératique, théâtral, et un peu raréfié, un peu exclusif, cette chose qu'on voit à la télévision, mais qu'on ne portera peut-être jamais. Donc c'est une immense chance en même temps que ça peut être très restrictif pour les gens. Maintenant, on commence à être reconnu comme une maison qui fait du prêt-à-porter, qui a des produits de tous les jours. Mais vous avez entièrement raison. Pour les gens, c'est la couture. Elles sont tout à fait sympathiques, des filles, des dames dans la rue qui me disent « Ah, j'adore ce que vous faites, je ne vous dérangerai pas davantage, c'est génial, mais je ne le porterai jamais. » Je dis « Mais il y a aussi des jeans à... » Il y a plein de choses très abordables, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. On nous laisse dans cette espèce de niche, comme la Macarène dans son icône, un peu comme ça. Si vous êtes là dans un immeuble sur le faubourg Saint-Honoré aujourd'hui, c'est pas un rêve, je veux dire. Hein. Au-dessus, il y a des ateliers qui travaillent, il y a des gens qui ont un salaire à la fin. Et ces femmes-là, ces gens-là, parce qu'il n'y a pas que des filles, sont payés par ces clients de couture qui existent. C'est vrai que pendant longtemps, je pense, pendant les 10 dernières années qui sont écoulées, je pense qu'on a trop souvent donné l'image d'une couture publicitaire qui donnait des robes à des stars pour monter sur des marches, qui se servait de la couture comme d'une vitrine pour faire vendre des parfums et tout le reste. Chez nous, ce sont des femmes qui sont souvent très anonymes, parce qu'on me demande toujours « Mais quelle femme célèbre habillez-vous » D'abord, les femmes célèbres, elles ne payent pas, donc ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est les anonymes qui payent. Donc, qui achètent, qui commandent. On ne saura jamais leur nom, on ne les verra jamais dans tel magazine. Mais en même temps, elles ont une vie couture.
Alors, ce qui me plaît aussi, c'est ce côté un petit peu œcuménique, même au risque de paraître un peu lourd, je ne résiste pas à raconter ça souvent, c'est que le 11 septembre, en bas, j'étais en train d'essayer le habit d'académicienne de Florence Delay, qui allait être accueillie à l'Académie française. Donc, elle m'avait demandé, parce que la tauromachie nous lie, de dessiner, parce qu'une académicienne, ça c'est rarement fait, donc il fallait adapter ça. Et au moment où on lui remet l'épée que j'avais dessinée, on apprend la nouvelle. On ne savait pas encore que c'était un attentat, on pensait que ça pouvait être un abominable accident. Et dans les salons en bas, il y avait à la fois un prince arabe qui venait me demander conseil pour sa femme qu'on ne voit jamais. Moi j'ai longtemps cru d'ailleurs qu'il s'habillait à sa place, mais pas du tout, elle existe, j'ai fini par la rencontrer. Et il n'avait pas du tout les mensurations pareilles. Mais il venait me demander conseil pour les chaussures qu'il allait lui offrir. Il y avait un banquier israélite de New York qui a pris tout de suite, qui a essayé de prendre un premier avion pour entrer à New York. Et il y avait le mari de l'infante Helena, le gendre du roi d'Espagne, qui avait le roi au téléphone. Et c'est par le roi d'Espagne qu'on a su que c'était un attentat. Donc il y avait un peu la planète résumée. Il y avait toutes les religions, il y avait tous les partis, il y avait toutes les cultures réunies dans ce salon qui donc était transporté au sein de l'actualité la plus dramatique. Et donc je pense que ces femmes-là qui existent, qui sont aussi bien des Américaines que des Moyennes-Orientales, sont les mécènes de cet art. Les salaires ici sont payés par ces femmes qui sont un peu comme étaient les Médicis ou comme François Ier, quand, moi je suis pas Léonard de Vinci, mais je pense que c'est un peu ça. Ces fortunes énormes, qu'on peut remettre en question si on en a envie, qui permettent de perpétuer des artisanats qui sinon, à l'aune du salaire français, même s'il ne sera jamais assez bien payé pour le travail fourni, ne serait plus possible. Les dentelières, ça a disparu, les dentelles ne sont faites mécaniquement. Moi j'ai beaucoup travaillé avec des dentelières pour de la restauration ou des œuvres d'art. Mais c'est pas fait à la main. Enfin, c'est fait à la main, mais la dentelle, la vraie, comme à Alençon, ça peut être aujourd'hui une démonstration dans un musée, mais il faudrait une année pour faire ça aujourd'hui. À l'époque, c'était très injuste. C'était des filles qui, en rentrant des champs, passaient la nuit, se crevaient les yeux à 15 en famille pour arrondir les fins de mois. Ils faisaient les belles robes de la comtesse Greffule. Heureusement, il y a un peu plus de justice aujourd'hui. Il y a de la dentelle. Il y a un peu de souffrance dans la beauté, il faut qu'il y ait... Oui, dans tout, je crois. Dans tout, il y a forcément. Pourquoi est-ce que le monde serait forcément comme dans les pubs, que du bonheur? Je crois qu'il y a, sans être trop bêtement romantique, frappe-toi le cœur, c'est laquelle génie, dans le sang, dans les larmes, il y a forcément une part de. Dans la recherche, il y a une part de souffrance, il y a une part de. Ah oui. Il y a même des artisanats qui disparaissent. Il y a la fameuse Madame Pouzieux qu'on voit quelquefois à la télévision, qui fait justement les passementeries, qui a beaucoup travaillé avec nous, qui travaille surtout pour Chanel. C'est une femme, quand on lui dit « mais pourquoi est-ce que ça n'est pas perpétué, pourquoi est-ce que personne ne reprend la relève ?» Elle montre ses mains, puisqu'elle elle tricote avec ses mains, elle tisse avec ses mains, elle a des doigts de sorcière tordus, noirs, déformés. Elle dit qu'aucune fille de 18 ans aujourd'hui ne veut avoir des mains comme celle-là aujourd'hui. Et sans ces mains-là, son travail n'existe pas. Non, c'est compliqué tout ça. La beauté du corps, elle est surtout un peu. C'est plus l'icône, c'est le clone. C'est être comme. Il y a on le sait, aujourd'hui il y a la chirurgie plastique contre laquelle moi je suis pas vraiment. Ça, c'est pourquoi pas. Mais quand on fait des catalogues, des catalogues de nez, des catalogues de seins, des catalogues. Alors moi j'ai toujours, si je travaille sur la couture, c'est pour avoir une image qui soit la plus individuelle possible, donner justement à une femme, à une cliente. Même si elle est en voie de raréfaction, enfin, c'est pas raréfaction qu'on peut dire, même si on est dans l'élite, on va dire, une manière d'être différente, de l'habiller justement comme pour le rôle qui est le sien. Le parallèle qu'on faisait avec l'opéra, c'est que pour moi, chaque femme a une partition à jouer. Elle est une cantatrice. De toute manière, ce sont des femmes qui ont quand même des vies qui ne sont pas banales. Elles ont même des caractères qui ne sont pas banals.
Donc pourquoi ressembler aux autres quand on peut justement pousser jusqu'au bout une sorte d'excentricité, mais qui a de moins en moins à voir avec le monde d'aujourd'hui. Il faut surtout être comme les autres.